New York sous la coupe d'un dictateur. Ok. Mais bordel, ils sont où les Avengers? Salut les amis sérivores et cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'attaque à la deuxième saison de Daredevil Born Again, dispo sur Disney+, dont le dernier épisode vient tout juste d'être diffusé. Petite mise au point avant de commencer, parce que ça va orienter toute ma critique, je n'ai pas vu la trilogie Daredevil de Netflix. Voilà, c'est dit. Du coup, contrairement à 90% des gens qui causent de cette série en ce moment, je n'ai aucun biais nostalgique. Je ne vais pas vous dire que c'était mieux avant, parce que, il n'y a pas d'avant pour moi. Pour moi, Daredevil, c'est ce que Disney en fait depuis l'an dernier. Point. Et autant être honnête, la saison 1, je l'avais trouvée correcte sans plus. Pas mauvaise, pas marquante non plus, juste correcte. Du Marvel consommable qu'on regarde le soir avant de dormir et qu'on oublie le lendemain matin. Donc forcément, pour cette saison 2, je n'attendais rien de spécial. Je m'étais préparé globalement à la même chose en croisant les doigts pour être un peu surpris quand même. Spoiler, j'ai été un peu surpris. Pas renversé, hein. Faut pas exagérer, mais clairement cette saison 2 a quelque chose que la première n'avait pas. Plusieurs choses même. Et en même temps, elle a aussi un défaut qui pour moi l'empêche de passer du statut de bonne petite série à celui de série marquante dans son univers. Bref, on va décortiquer tout ça ensemble. Let's go! I did my job, I paid my dues. Love is for fools, 'cause nobody gives a I feel liberated, over-medicated. Alors, petit rappel pour les retardataires, Daredevil Born Again, c'est la suite officielle de la trilogie Netflix d'origine, mais sauce Marvel Disney+. Charlie Cox reprend son rôle de Matt Murdock, l'avocat aveugle de Hell's Kitchen, qui devient justicier costumé la nuit face à Vincent D'Onofrio, qui campe Wilson Fisk, le fameux Caïd. À leur côté, on retrouve Deborah Ann Hall en Karen Page, Wilson Bethel en Poindexter, et tout un casting de second rôle qu'on va recroiser dans la critique. Aux commandes, le showrunner, Dario Scardapane, reprend les rênes après une saison 1 dont la production avait été un vrai bordel, puisque la série a été retravaillée en cours de route. Des showrunners avaient été virés, des épisodes avaient été refaits, bref, c'était la totale. Cette fois, Scardapane a pu bosser sur sa propre vision du début à la fin, et on va voir que ça change pas mal de choses. Côté histoire, on va reprendre là où la saison 1 s'était arrêtée. Wilson Fisk, élu maire de New York, a déclaré une sorte de loi martiale officieuse via une nouvelle police municipale, l'Anti-Vigilant Task Force ou AVTF pour les intimes. Officiellement, c'est pour traquer les justiciers masqués, officieusement, c'est pour faire régner la terreur sur tout ce qui dérange le maire. Matt Murdock, lui, quant à lui, est tombé dans la clandestinité, il est présumé mort et il va devoir reprendre le costume pour résister. Voilà pour le décor, maintenant on va rentrer dans le dur avec l'analyse détaillée. J'espère que tu peux marcher parce que je te porterai pas. It was already there, what you want, I can tell by the look on your. La scie ou la pelle? Bon, commençons évidemment par ce qui marche, et qui marche depuis le début d'ailleurs, le duo Charlie Cox-Vincent D'Onofrio. Ces deux-là, c'est clairement les moteurs de la série. Ils ne se grippent d'ailleurs jamais, ce moteur. Mais quand l'écriture autour d'eux est moyenne, eux, ils sont là, solides, à porter chaque scène où ils apparaissent. D'Onofrio en Wilson Fisk, c'est devenu une référence. Le mec a une présence physique de dingue, il joue avec son corps autant qu'avec ses mots, et cette saison, on le voit alterner entre un maire calculateur en costume cravate et le tyran qui pète les plombs quand on touche à ce qui compte pour lui. Et il y a aussi toute une partie sur sa relation avec sa femme Vanessa qui lui permet de jouer sur d'autres registres que la simple menace ou la fureur. C'est pas forcément la sous-intrigue qui m'a le plus marqué, mais elle a au moins le mérite d'exister et de donner un peu de chair au personnage. Charlie Cox, quant à lui, retrouve un Matt Murdock plus rageur, plus tourmenté aussi que dans la saison 1.
Il faut dire qu'il y a de quoi, hein. Son meilleur pote est mort, il vit dans la clandestinité et il doit faire tomber un mec qui contrôle globalement toute la ville. Bref, le mec a des raisons d'être en colère et ça se sent à l'écran. Cox arrive à doser entre le côté avocat qui croit encore en la justice et le côté justicier qui a juste envie de casser des dents. Il y a aussi tout son rapport au catholicisme, à la culpabilité, au pardon qui revient tout au long de la saison. Alors c'est évidemment pas révolutionnaire, on a déjà vu ça très régulièrement, mais c'est plutôt bien fait et surtout c'est bien joué. Et puis il y a aussi la dynamique évidemment entre les deux, qui reste le cœur battant de la série. Ils ne sont pas souvent ensemble à l'écran cette saison, mais quand ils le sont, eh bien c'est de la télé pure et du face-à-face qui nous scotche au canapé. C'est ce genre de moment qui nous rappelle pourquoi eh bien, cette série existe et pourquoi eh bien, elle a tout simplement conquis un certain public. Et puis si je dois retenir un truc de cette saison 2, eh bien c'est Poindexter, avec Wilson Bethel dans le rôle. Et putain, est-ce qu'il s'éclate? Le mec est tellement à fond qu'il finit par en voler la vedette aux deux têtes d'affiche. Et c'est pas peu dire vu ce que je viens de raconter du côté de Cox et Donofrio. Pour ceux qui ne suivraient pas, Poindexter, c'est le mec qui a tué Foggy au début de la saison 1. Un type sociopathe avec un don assez dingue, il transforme n'importe quel objet en arme mortelle, une cuillère, un crayon, une bouteille, peu importe. Si tu lui mets un truc dans la main, t'es crevé. Et la série, eh bien, elle s'amuse énormément avec ce concept. Il y a notamment une scène dans un diner qui est juste démentielle, où il fait littéralement le ménage avec ce qui lui passe sous la main. C'est jouissif à regarder, c'est inventif et ça apporte une vraie variété dans les scènes de combat. Mais ce qui fait aussi que le personnage cartonne autant cette saison, eh bien c'est pas juste son côté spectaculaire, c'est aussi son arc personnel qui prend une tournure inattendue. Sans rien spoiler évidemment, son rapport à Daredevil évolue de façon vraiment intéressante et ça permet à Wilson Bethel de jouer sur une palette beaucoup plus large que le simple méchant flippant. Le mec arrive à nous faire ressentir des trucs pour un personnage qui a quand même tué le meilleur ami de Matt, c'est dire le niveau. Honnêtement, à un moment donné, je me suis surpris même à attendre presque plus les scènes avec Poindexter que celles avec Daredevil lui-même. Et c'est d'ailleurs à la fois un compliment énorme pour le personnage, mais aussi un petit signal d'alarme pour la série. Quand ton méchant secondaire devient plus intéressant que ton héros principal, il y a peut-être quelque chose à creuser. Mais bon, on va pas se plaindre parce que c'est clairement un des points forts de cette saison. Autre gros point fort de cette nouvelle saison, l'action. Et là, je vais être honnête, c'est probablement ce qui m'avait le plus déçu durant la saison 1. Je trouvais que ça manquait de pêche, que les combats étaient un peu mous, qu'on sentait la série hésiter entre le drama judiciaire et la pure série d'action. Cette saison, le doute n'est plus permis. On assume et on tabasse. Et c'est pas du tabassage en mousse, hein. Au contraire, c'est brutal, c'est sale, c'est presque dérangeant par moments. Daredevil, qui est désormais en costume noir avec les 2D rouges entrelacés sur le torse, bien classe au passage, il cogne fort, il prend des coups, il saigne, il se relève. Les chorégraphies sont nettement plus travaillées, et d'ailleurs on voit ce qui se passe à l'écran, c'est pas filmé dans une pièce sombre avec une caméra qui tremble pour cacher la misère. On voit les coups partir, on voit les corps bien prendre, on voit la fatigue physique aussi qui arrive. C'est du combat à l'ancienne, et ça fait un bien fou. J'ai notamment beaucoup aimé un combat en plan séquence dans le 3e épisode où Daredevil affronte un groupe d'agents de l'AVTF dans un couloir. C'est tendu mais c'est lisible et c'est intelligemment monté. Ça rappelle à quel point cette série peut être bonne quand elle décide de se concentrer sur ce qu'elle sait faire de mieux, du combat de rue, sans super pouvoir spectaculaire, juste une espèce de baston au corps à corps avec des conséquences réelles. Petit bémol quand même, parce que je suis pas là non plus pour vous vendre du rêve. À force d'avoir des combats dans presque tous les épisodes, on commence à voir certaines répétitions dans les gestes, dans les entraînements. C'est pas catastrophique évidemment, mais il y a quelques scènes où on a un peu l'impression de revoir la même chose que durant les précédents épisodes. Rien de rédhibitoire évidemment, c'est le style de la série qui veut ça, mais ça vaut la peine d'être noté pour pas tomber dans la pub mensongère. Maintenant, il faut qu'on parle d'un truc qui m'a vraiment intéressé dans cette nouvelle saison, le sous-texte politique. Parce que il y en a un, et il est plutôt costaud et évident. Pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité ces 2 dernières années aux États-Unis, je résume vite fait. Depuis le retour de Trump au pouvoir, l'ICE, l'agence de l'immigration et des douanes, est devenue une sorte de police parallèle qui rafle des gens dans les rues, les enferme dans des centres de rétention parfois illégaux, et qui agit avec une violence et une impunité qui choquent pas mal, évidemment en France, mais aussi aux États-Unis. Voilà pour le décor.
Eh bien, quand vous regardez la saison 2 de Daredevil, vous allez évidemment vite comprendre que la VTF, la fameuse police municipale créée par Fisk pour traquer les justiciers, eh bien, c'est un calque presque transparent de l'ICE. Des types en uniforme qui ne répondent qu'aux maires, qui débarquent où ils veulent, qui foutent les gens dans des cages, dans des sites secrets et qui les tabassent, qui intimident et qui sont glorifiés par des vidéos de propagande. Tout y est. La série a même la décence de pas trop en faire. Elle montre, elle te laisse comprendre, mais elle ne te prend pas trop pour un con en mettant un panneau « Attention, ceci est une métaphore ». Non, c'est ce qui me plaît d'ailleurs dans cette approche. Certains vont probablement reprocher à la série de ne pas assumer pleinement et de ne pas nommer les choses, mais moi je trouve au contraire que c'est plutôt malin. La métaphore se suffit globalement à elle-même, elle parle évidemment à tout le monde l'a compris, ou alors faut être complètement à côté de la plaque, et ça évite à la série de tomber dans le pamphlet militant qui aurait sûrement été un peu lourdingue. Vu de France en tout cas, on regarde ça avec un mélange d'effarement et de bon bah voilà où ils en sont, et la fiction nous donne ici justement assez de recul pour digérer ce qui se passe en vrai de l'autre côté de l'Atlantique. Bref, sur cet aspect-là, c'est vraiment un bon gros point. La série ose un vrai positionnement, elle utilise son cadre super-héroïque pour parler du monde réel, et elle le fait sans moralisme. C'est rare dans le MCU qui d'habitude évite soigneusement tout ce qui pourrait fâcher un actionnaire ou un marché étranger, et pour le coup là, ils ont vraiment eu des couilles. Bon, maintenant on en arrive à mon plus gros problème avec cette saison. Le truc qui m'a vraiment posé question, et qui m'a sorti du récit plusieurs fois, et qui, à mon sens, empêche cette série de basculer du statut de bonne petite série à celui de grande série Marvel. Le contexte, on le rappelle, Wilson Fisk, ancien parrain de la pègre new-yorkais, est devenu maire de New York, pas maire d'une petite ville, paumée dans le Wisconsin, non, maire de New York, la ville la plus emblématique du MCU. Celle où s'est déroulée la bataille de New York avec les Avengers, celle où vit Spider-Man, celle où le sorcier suprême a son sanctuaire à Bleecker Street, bref, l'épicentre absolu du MCU. Et dans cette ville, eh bien, ce maire instaure une espèce de loi martiale, il crée une police parallèle qui rafle des gens dans la rue, fout des justiciers en cage et fait régner une sorte de terreur. Pendant 8 épisodes, personne ne bouge, personne, aucun Avenger ne fait son apparition, aucun super-héros ne vient mettre son grain de sel, on n'a même pas une mention sérieuse des autres figures du MCU. À peine une référence à Valentina Allegra de Fontaine, glissée dans un coin. Et c'est à peu près tout, je crois. Alors je veux bien comprendre que la série veut rester street level et qu'elle veut faire son truc dans son coin sans interférence. Je veux bien comprendre aussi qu'on ne peut pas mobiliser Iron Man ou Captain Marvel dès qu'un mec fait des conneries dans une ville. Mais là, on parle d'un dictateur de fait qui contrôle l'épicentre du MCU. Du coup, vous allez me dire, il est où Strange? Il habite à 2 rues de l'hôtel de ville. Il est où Spider-Man qui est censé patrouiller dans le coin? Ou même Daniel Souza ou n'importe quel agent du SHIELD? Cette absence totale est juste pas crédible. Et le pire, c'est que cette saison sort en même temps que d'autres projets Marvel qui sont censés se dérouler dans cette même New York. On nous parle notamment de Spider-Man Brand New Day qui est censé être contemporain, ou encore le climax de Thunderbolts qui se déroulait aussi dans cette New York-là. Mais à l'écran, eh bien dans Daredevil, on a l'impression que la ville est sous une bulle hermétique coupée du reste de l'univers. C'est un cloisonnement narratif qui ne tient pas la route à mon sens, et c'est dommage, parce que c'est précisément, à mon sens, ce qui empêche la série d'avoir un vrai impact dans l'univers du MCU. Si Fisk pouvait défier ouvertement les Avengers, si Daredevil devait composer avec d'autres héros qui ne sont pas d'accord avec ses méthodes, si les enjeux dépassaient le simple cadre de Hell's Kitchen pour résonner dans tout le MCU, alors là, on aurait peut-être quelque chose d'assez grand, en tout cas d'assez grand dans l'univers du MCU. Là, eh bien, on se contente d'une bonne série de seconde zone qui se prend pour une grande série, mais qui ne peut pas l'être à cause de ce choix éditorial bizarre. Marvel, en quelque sorte, veut le beurre, la pertinence politique, la maturité du ton, sans payer la cohérence de leur propre univers. C'est paresseux, c'est un peu frustrant, et ça m'a pas pleinement permis de rentrer dans ce que je regardais. Bon, alors qu'est-ce qu'on retient de cette saison 2 ?
Globalement, c'est une réussite et c'est largement supérieur à la saison 1 sur tous les plans qui comptent. L'action, la mise en scène, le rythme, la profondeur des personnages secondaires, on sent une vraie maîtrise, une vraie vision. Le showrunner a pu bosser tranquille cette fois et ça se voit. C'est cohérent, c'est tendu, c'est nerveux. Les performances de Cox et D'Onofrio sont toujours au top. Poindexter est une vraie révélation dans cette saison et l'action retrouve un peu de son mordant. Le sous-texte politique, quant à lui, apporte une vraie pertinence dans un MCU qui s'était un peu endormi sur ses lauriers à ce niveau-là. Si vous avez aimé la saison 1, vous allez forcément aimer celle-là et même probablement encore un peu plus. Mais, parce qu'il y a un mais, je ne peux pas vous dire que c'est une série parfaite et qui m'a marqué, dont je vais me souvenir dans 6 mois. Pour moi, ça reste une série de seconde zone dans le MCU qui se regarde certes très bien, qui se consomme bien, mais qu'on va oublier tout aussi bien à mon sens. Le problème de cohérence avec le reste de l'univers Marvel d'ailleurs m'a vraiment empêché de pleinement m'embarquer, et c'est un défaut qui à mon sens plombe tout le reste, comme beaucoup de séries Marvel d'ailleurs. Et voilà, donc c'est mon verdict, c'est une bonne série, pas une grande série, mais c'est pas si grave après tout. En tout cas, si vous cherchez un truc qui va bouleverser votre vision du MCU, passez votre chemin, vous serez assez déçus je pense. En tout cas, la saison 3 a déjà été annoncée, et honnêtement, j'ai bon espoir parce que le showrunner a montré qu'il savait y faire, et parce qu'il y a clairement de la matière à creuser. Reste à voir si Marvel acceptera enfin de connecter cette série au reste de leur immense bordel, et si c'est le cas, alors on pourra peut-être commencer à parler d'une grande série du Marvel Cinematic Universe, éventuellement. En tout cas, voilà les amis, c'était mon retour sur cette saison 2 de Daredevil Born Again. J'espère que cette critique vous aura plu et qu'elle aura donné soit l'envie de vous lancer, soit l'envie de débattre avec moi en commentaire. D'ailleurs, n'hésitez pas, je suis curieux de savoir ce que vous en avez pensé. En attendant, eh bien, on se retrouve bientôt pour de nouvelles critiques. Ciao!